il est aujourd'hui largement reconnu que l'un des moyens les plus intéressants d'enquêter sur la constitution sociale et culturelle du genre et de la sexualité consiste à se concentrer sur les catégories auxquelles nous nous référons depuis quelques décennies sous le terme de transgenre. Ce terme invoque des formes de genre et de sexualité qui interrogent et transcendent ce que l'on considère comme un ordre normatif qui ne nécessiterait aucune explication, alors qu'en fait, cet ordre exige de telles explications. Les pratiques et les catégories en question ont été diversement dénommées liminales, tierces, non hétéronormatives ou à cheval entre les catégories, termes qui sont aussi utiles pour leur malléabilité qu'ils sont exaspérants pour leur imprécision. Partout dans le monde, ces catégories ont longtemps été réduites au statut exceptionnel de sujets pathologiques et marginaux, mais elles sont maintenant considérées comme essentielles à une compréhension d'importantes questions portant sur la constitution du genre et de la sexualité, ainsi que des questions de plus grande envergure concernant les relations, par exemple, entre la structure et l'action intentionnelle, en anglais agency, le pouvoir et l'inégalité, les relations entre dynamique locale et dynamique globale, et le lien entre le passé et le présent. Dans les sociétés de l'Occident industrialisé, entre guillemets bien sûr, le genre et la sexualité non hétéronormatifs existent sous un certain nombre de formes. Les moins controversées, au moins pour plusieurs pays, sont les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles définies par leur affinité affective et leur attirance sexuelle, plus ou moins totale, pour les personnes du même sexe. Une définition, bien sûr, qui présuppose que l'on peut toujours déterminer sans problème si deux personnes sont, entre guillemets, du même sexe ou pas. Aussi inclus dans la catégorie non hétéronormatif sont les personnes intersexuées dont la structure, dont on n'a pas parlé du tout, dont la structure chromosomique, la physiologie et la fonction hormonale génèrent, pour des raisons très diverses, des ambiguïtés quant à leur sexe à la naissance ou plus tard dans la vie. Enfin, les transgenres, un terme générique appliqué à une grande diversité de personnes, anciennement appelées par des termes tels que transsexuels, travestis, invertis du genre, sont des personnes dont le genre expérientiel est en contradiction avec leur genre attribué. Ce terme est à la fois utile et contraignant, comme le remarque David Valentine, auteur du livre Imagining Transgender, je cite, « D'une part, il valide les personnes qui adoptent le transgenre comme une catégorie significative de leur propre identité, mais il attire également l'attention sur la façon dont les gens sont identifiés par les autres comme étant transgenres, malgré le fait qu'ils n'utilisent pas forcément ce terme en parlant d'eux-mêmes. » Fin de citation. Pour des raisons très difficiles à expliquer de façon convaincante, les catégories transgenres s'expriment d'une façon particulièrement visible dans certaines régions du monde non occidentales et, bien sûr, parmi les communautés migratoires émanant de ces régions et implantées dans le monde industrialisé. Dans ces contextes, le genre et la sexualité non hétéronormatifs prennent des formes localement spécifiques, dont les mieux connus sont les Waria et les Bansi d'Indonésie, les Hijra et les Koti d'Asie du Sud, les Kathoey de Thaïlande et ceux auxquels on réfère en tant que personnes à deux esprits parmi certains groupes d'Amérindiens de l'Amérique du Nord. Ici, je me bornerai à la région polynésienne et en me basant sur mes propres recherches de terrain sur la région depuis 1977 et sur les travaux des 15 chercheurs qui ont contribué au livre collectif que Kalisa Alexeyev et moi avons organisé, comme l'a dit Serge, apparaît début 2014, dont l'introduction programmatique est à la base de mes propos. Comme tous le savent ici, les Occidentaux divisèrent les îles du Pacifique en 3 régions qu'ils nommèrent Polynésie, Mélanésie et Micronésie. Ces étiquettes
Ces étiquettes sont le produit de la catégorisation européenne au XIXe siècle des peuples colonisés en fonction de leurs caractéristiques raciales putatives. Notez par exemple l'étymologie de Mélanésie, à savoir île noire, et des hiérarchies racistes de primitivité qu'ils construisirent sur ces caractérisations. Je n'ai pas le temps ici d'aborder les implications de ces antécédents historiques, sinon de dire qu'ils méritent une attention critique dans le cadre de recherches sur la sexualité et le genre. Margaret l'a fait hier. Dans cet exposé, je me concentrerai sur les transgenres en Polynésie, où une variété de termes sont utilisés pour désigner les personnes qui incarnent des présentations de soi non hétéronormatives, comme Leiti à Tonga, Leiti à Tonga, Fa'afafine à Samoa, Akavaine aux îles Cook, Raerai à Tahiti et Mahu, tant à Tahiti qu'à Hawaï. Ces catégories sont généralement moins visibles en Mélanésie et Micronésie pour des raisons dont la complexité ne me permet pas de prendre le temps de les élaborer ici. Certaines caractéristiques de la manière de se présenter, la personne, le corps, le contexte social, sont attribuées aux personnes transgenres polynésiennes de façon stéréotypée. Un comportement féminin, on en a parlé, par exemple une façon de parler particulièrement émotive, un visage animé, une démarche maniérée, une plus grande affinité amicale avec les femmes qu'avec les hommes, une affinité avec le travail domestique, par exemple lessive, cuisine, garde d'enfants, soins de parents âgés. Dans les contextes urbains, l'emploi dans des professions régulièrement associées aux femmes, par exemple couturière, fille de maison, enseignante d'école primaire et bien sûr coiffeuse. Une tendance à s'associer avec des sphères domestiques plutôt que publiques, une certaine expérience avec le travestisme et avoir des relations sexuelles avec des hommes dits hétéros, et en d'autres termes, des hommes qui ne sont pas identifiés comme transgenres. Peut-être plus succinctement, les transgenres sont des personnes de corporalité masculine qui, depuis la petite enfance, reçoivent une note sous la moyenne pour leur performance du code de la masculinité dans ces sociétés-ci, lesquelles mettent en avant une hypervirilité qui exige beaucoup de travail pour être donnée à voir. Le problème inhérent à ces caractérisations est le fait qu'elles ne s'appliquent pas toutes à celles des insulaires que les insulaires identifient en tant que transgenres et que certaines peuvent très bien s'appliquer à des hommes qui ne sont pas normalement identifiés comme transgenres. De plus, les normes de la masculinité varient beaucoup d'une société insulaire du Pacifique à l'autre, dont on n'a pas vraiment parlé. Ce que l'on trouverait efféminé dans une société ne l'est pas du tout dans une autre. En outre, bon nombre des caractéristiques énumérées ci-dessus sont des stéréotypes, bien que, comme tous les stéréotypes, ils soient ancrés dans une réalité d'une sorte ou d'une autre. Enfin, la plupart de ces caractérisations soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Qu'est-ce qu'un comportement féminin, par exemple? Et de quelle manière une profession ou une activité est associée aux femmes ou aux hommes dans un contexte où le travail est genré de façon généralement vague? Au sein des idéologies occidentales contemporaines, on comprend l'identité sexuelle ainsi que l'identité en général, comme une propriété de la personne. La sexualité est une question d'être quelque chose et accessoirement une question de relation avec ceux qui nous entourent. On est mâle ou femelle et par conséquent, on est un homme ou une femme et on manifeste ces identités dans nos relations sociales. La manifestation sociale de notre genre est donc simplement un indice de notre essence. Pourtant, comme les anthropologues l'ont amplement démontré, cette théorie de la sexualité est loin d'être universelle. Même dans les sociétés occidentales, elle est un phénomène relativement récent et elle ne fonctionne probablement qu'au niveau de l'idéologie. Dans d'autres sociétés, le sexe et le genre sont beaucoup plus directement matière de relations interpersonnelles, de dispositions qui permettent et limitent l'action sociale.
Les personnes dont la subjectivité est en contradiction avec leur statut sexuel apparaissent comme une énigme sociologique dans ces sociétés plutôt qu'un problème psychologique. Et le décalage tend à être géré par la réaffectation de la personne à une catégorie sociale différente. Mais, comme je l'ai amplement discuté dans cet article qui a été cité plusieurs fois et qui est largement cité depuis, il est faux de comprendre cette catégorie simplement comme un troisième sexe ou troisième genre, en dépit de la popularité de cette proposition simpliste. Il est presque inutile de remarquer que le contraste que je fais entre l'Occident et le reste est une simplification grossière, en particulier dans un monde où toutes les frontières sont poreuses et donc tous les modes d'être et de faire sont constamment renseignés par d'autres modes d'être et de faire. Pourtant, il nous conduit à relativiser la place centrale donnée à l'identité dans les recherches sur les dynamiques transgenres qui continuent à être dominées par la question « Qui sont ces gens ?» plutôt que de se concentrer sur les catégories comme objet d'analyse, une approche plus fructueuse sur le monde qui nous entoure est de se pencher sur les relations sociales ou plus largement les pratiques sociales. Ce changement de direction nous permet de repenser de manière productive une question qui a monopolisé beaucoup d'attention, à savoir celle des termes se référant aux catégories non hétéronormatives. Devons-nous nous référer aux Leiti tongiennes ou aux Akavaine des îles Cook en tant que transgenres, queens ou simplement homosexuels? Que gagne-t-on et que perd-on en appliquant ces étiquettes et qui décide? Que fait-on des termes désobligeants et stigmatisants comme PUFTA en anglais, fairy, qui sont largement utilisés dans le Pacifique anglophone, PD, folle, dans le Pacifique francophone? Souvent, les discussions terminologiques amalgament la description et l'action, le mot et le sens, et ne tiennent pas compte de l'instabilité des catégories à travers le temps, le contexte et l'espace. Par exemple, on peut observer des habitants des sociétés insulaires du Pacifique qui donnent à voir une identité particulière lorsqu'elles vivent dans les îles, mais qui prennent une personnalité complètement différente, transgenre ou pas, quand ils émigrent en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis ou en Europe. De même, les gens eux-mêmes adoptent des genres et sont genrés par les autres qui les entourent de différentes manières, selon qu'ils se trouvent dans des situations formelles, où le rang social, la parenté, la bienséance sont primordiaux, ou en compagnie de familiers. Et les contextes eux-mêmes peuvent être définis différemment par différentes personnes, ce qui peut mener bien sûr à des conflits aussi facilement que cela peut au contraire faciliter l'expérimentation et la créativité. Les termes ne sont pas seulement descriptifs, mais aussi performatifs, et la performativité est inséparable de la politique. Par exemple, dans le cadre des tensions interethniques en Nouvelle-Zélande, où depuis le milieu, comme vous le savez bien, depuis le milieu du XIXe siècle, les colons d'origine britannique ont marginalisé la population maori, des Maoris gays et transgenres, dans les années 80, ont commencé à s'appeler Takatapui. En utilisant un terme qui apparaît dans des dictionnaires maori anglais du XIXe siècle, où il est défini comme, entre guillemets, allant en compagnie de, familier, intime, bien qu'on ne sache pas du tout si des questions de sexe ou de genre y furent impliquées à l'époque. Depuis lors, ces termes ont pris de l'ampleur, en particulier parmi ceux qui, d'une part, cherchent à revendiquer la légitimité d'être à la fois autochtones et non hétérosexuels, et de l'autre, sont désireux de se distancier des gays et des lesbiennes blanches. Souvent, les débats autour des termes sont en réalité des débats autour des choses complètement différentes, à savoir la spécificité d'un contexte local et la question de savoir qui a le pouvoir de définir ce qui est localement légitime. Les débats sur cette légitimité sont toujours basés sur une opposition binaire,
Par exemple, les Tongiens se définissent en opposition à une version très réifiée de la culture Palangi, Popa. En général, néo-zélandaise, australienne, américaine, etc. Et les Maoris en opposition au Pākehā, la population européenne de la Nouvelle-Zélande, comme vous le savez. Le groupe mis en opposition peut être différent selon l'objet de la comparaison, mais la comparaison reste souvent binaire. Il peut y avoir beaucoup de similitudes entre les groupes dans les comportements, l'autocompréhension et les façons de faire, mais toutes les comparaisons entre soi et l'autre mettent l'accent sur les différences et obscurcissent les similitudes. Ceci rappelle les travaux fondamentaux de Frederick Barth, il y a longtemps, qui montrèrent que l'identité ethnique est une question de créer des frontières autour du groupe et non une question de substance. Alors, comme les Hawaïennes non hétéronormatives, les Maru, s'affirment comme Maru, insistant ainsi sur une légitimité basée sur une continuité historique, elles se distancient des gays et lesbiennes des autres ethnies à Hawaï et de l'hégémonie postcoloniale dans laquelle elles sont impliquées. Ici, j'insiste sur 2 points. Le premier est le fait que les comparaisons sont plus utiles quand elles impliquent plus de 2 catégories contrastées. Les configurations sexuelles et genrées à Tahiti doivent être comprises dans le contexte de configurations apparentées à Samoa, Tonga, aux-îles Cook et à Fidji, qui sont à bien des égards plus importantes à cette compréhension que les catégories de genre et de sexualité en France ou aux États-Unis. L'autre point est le fait que toutes catégories sont des constructions générées au sein même du processus de comparaison et non des entités essentialisées qui préexistent à l'acte de comparaison. Ainsi, le fait que l'on affirme souvent que les Maru, les Akava'ine et les Fa'afafine sont complètement différentes des catégories transgenres ou gays dans l'Ouest résulte de la manière dont le transgenre est construit dans l'acte même de différenciation. Les catégories sont en effet différentes, mais il y a aussi des chevauchements importants dans le fait que les genres non normatifs du Pacifique partagent des points communs avec ceux des sociétés urbaines post-industrielles, par exemple dans leur lutte politique, leur autodéfinition, leur inquiétude pour l'avenir. Les termes utilisés pour décrire la non-hétéronormativité, aussi bien par les scientifiques que par ceux qui s'identifient, aussi sont temporellement et contextuellement instables. Par exemple, Kalisa Alexeyev montre qu'aux îles Cook, à la fin des années 90, le terme laelae, un emprunt du tahitien raerae, était la désignation la plus courante utilisée pour décrire aussi bien les transgenres traditionnels que les individus considérés comme gays au sens moderne, c'est-à-dire des individus au genre normatif, mais attirés sexuellement par le même sexe. Les connotations du terme variaient du neutre au négatif en fonction de qui l'utilisait et dans quel but. Vers le milieu des années 2000, les transgenres insulaires ont décidé que le terme n'était plus à leur goût et qu'ils préféraient s'appeler Akava'ine, un mot calqué sur le mot samoa Fa'afafine, auquel ils avaient été exposés grâce à leur réseau diasporique. En même temps, le nouveau terme constitua une valorisation au niveau local. Avant cette époque, Akava'ine était un mot à connotation négative, référant aux jeunes femmes qui se comportaient au-dessus d'elles-mêmes, entre guillemets, qui ne connaissaient pas leur place et affichaient ouvertement un comportement individualiste et impudique. Les insulaires transgenres s'approprièrent ce terme pour indiquer que leur sophistication et leur charme les mettaient en vedette et qu'ils en sont fiers. Les termes peuvent être ainsi instables au fil des temps, aussi bien qu'ils peuvent être, à un moment donné, l'objet de contestation. En fin de compte, les débats ad nauseam quant à savoir si les catégories sont semblables ou différentes, ou les affirmations qu'un tel terme est in alors qu'un autre est out, sont improductifs. Au lieu de la question « qui sont ces genres ?», nous devons poser « que font-ils ? À quel effet ? Avec quelles intentions ? Et selon qui ?»
Cette position théorique est fortement intégrée dans l'évolution de la théorie anthropologique et sociologique connue depuis les années 80, avec l'avènement de la théorie de la pratique, associée en particulier avec les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu, mais aussi, bien sûr, les travaux d'Irène qui est ici. La pratique est tout ce que les gens font, et plus précisément leurs actions qui ont des implications politiques intentionnelles ou non intentionnelles. Ici je cite l'anthropologue Sherry Ortner. L'accent sur la pratique sociale nous permet de comprendre les catégories comme instables et complexes, plutôt que délimitées a priori. Il fournit des outils pour comprendre le changement social et culturel, ainsi que le fait que ce que nous sommes est le résultat de la performativité et de la répétition à travers différents domaines structurels, une répétition qui peut d'ailleurs être interrompue à tout moment. Il politise ainsi les catégories et les actions. Plutôt que d'isoler les identités d'autres dynamiques à l'œuvre dans la société et de la culture, une approche axée sur la pratique reconnaît que les identités font des choses, qu'elles sont performées dans la vie quotidienne, qu'elles sont transformées à travers les événements et les mouvements, qu'elles donnent lieu à l'histoire aussi bien qu'elles sont le produit de l'histoire, qu'elles sont contraintes et libérées par les constrictions juridiques et qu'elles sont constamment négociées en tandem avec d'autres formes d'identité. Cette approche prend au sérieux la frontière floue et changeante, par exemple, entre transgenre et homosexualité, et se méfie des explications simplistes en termes de tradition et de modernité, d'identité et de pratique, de rural et d'urbain. Un objectif central de cette approche est de comprendre comment les pratiques et les identités de genre non traditionnelles sont produites par des dynamiques socioculturelles hégémoniques et comment elles contribuent à leur tour à l'ordre social, soit par leur conformité, soit par leur résistance, soit par d'autres sortes d'actions entre ces deux pôles. L'ordre social est bien entendu profondément politique de différentes façons. Nous trouvons de la politique dans les représentations, dans les actions et dans les symboles. Nous trouvons de la politique dans l'intimité des maisons privées et dans les couloirs des bâtiments gouvernementaux. Et partout, le genre occupe une place importante. Cette politique est historique, surtout que l'histoire du genre dans les îles du Pacifique est impliquée dans l'histoire des contacts entre les occidentaux et les insulaires, comme nous le savons très bien, ainsi que dans l'évolution historique de la sexualité occidentale et dans la politique du genre et donc, la politique du genre et de la sexualité fut une politique globale dès l'avènement de la modernité à la fin du XVIIIe. Cette évolution commence au siècle des Lumières et pendant l'ère romantique avec la mythologisation occidentale du Pacifique, basée sur ce qu'il s'avéra être la mécompréhension des actions des insulaires par les voyageurs européens. Vous le savez tous très bien. La moralité que les missionnaires britanniques du XVIIIe importèrent dans la région subit de nombreuses transformations, mais sa conséquence la plus visible est le fait que pratiquement tous les insulaires du Pacifique sont aujourd'hui, comme nous le savons très bien, chrétiens d'une sorte ou d'une autre, et beaucoup se considèrent comme les gardiens d'un christianisme délaissé par un monde sécularisé. Cependant, le christianisme a une signification locale très spécifique et plus réelle dans les sociétés insulaires du Pacifique, où il est souvent considéré comme faisant partie de la constitution de la tradition et de l'ordre social. En même temps, il est perméable à la circulation mondiale de nouvelles formes de moralité et, comme partout ailleurs, les insulaires ont une propension à vivre selon des normes morales souvent contradictoires, notamment en matière de sexualité. Par exemple, aux îles Cook, et là je me réfère de nouveau au travail de Kalissa, on peut entendre les femmes et les hommes hétéros vilipender l'immoralité sexuelle de leur ami Akavaine,
vilipender l'immoralité sexuelle prétendue des Akavaine en général, tandis qu'ils savourent la compagnie de leurs amis Akavaine, s'engageant, s'ils sont des hommes, dans des badinages sexuels très explicites avec elles, et s'ils sont des femmes, si elles sont des femmes, riant à l'abandon des histoires obscènes que racontent ces mêmes amis Akavaine. De même, à Tonga, la plupart des églises apprécient les laity au sein de leur congrégation en raison de leur dévouement aux activités de l'église. Mais soulever auprès des responsables religieux la question de la présence de laity suscitera invariablement des condamnations graves, soutenues de citations de passages bibliques. Ces contradictions apparentes ne peuvent pas s'expliquer simplement comme une preuve d'hypocrisie, entre guillemets, même si on trouve une polarisation des positions morales. La moralité est par définition basée sur de multiples cadres de référence qui permettent la coexistence de positions morales apparemment contradictoires. La situation est encore plus complexe du fait que de nombreuses sociétés insulaires du Pacifique sont aujourd'hui diasporiques et multiculturelles, et toutes ont subi des transformations morales énormes dans un passé relativement récent, à travers les missions, bien sûr, le colonialisme et le post-colonialisme. Les moralités sont donc potentiellement caractérisées par le chevauchement de plusieurs cadres culturels. C'est là où l'attention à la pratique sociale devient particulièrement utile et importante, en ce qu'elle nous oblige à voir l'action et les contextes comme mutuellement constitutifs. C'est aussi pourquoi des termes comme acceptation ou rejet ne sont pas vraiment des outils analytiques utiles pour caractériser les relations entre les catégories, les actions et les jugements moraux. Ils impliquent aussi que les personnes auraient une identité présociale qu'ils présenteraient à l'évaluation morale du reste de la société. Et ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Okay. Je parle là du contraste entre la tradition et la modernité, et je vais tout de même expliquer l'exemple qui vient de Makiko Kuwahara, qui est un des contributrices de notre livre, donc qui a fait du travail aussi à Tahiti qu'à Pora Pora, avec aussi bien Mahu et Rai Rai. Donc, comme vous le savez, deux îles qui sont séparées, ça c'est une... pour montrer, je l'ai éliminé, la carte, séparées par que 200 km de l'une de l'autre et qui font partie de la même entité culturelle et politique. À Tahiti, beaucoup de Mahou sont devenus gardiennes de la tradition, alors que les Raïrais sont considérés comme des personnes immorales et inauthentiques en raison de leur lien avec les présences coloniales françaises, en particulier les militaires, qui sont censés les fréquenter. À Bora Bora, en revanche, ce que Makiko a trouvé, où il n'y a pas bien sûr de présence militaire, aussi bien les Mahu que les Raïrais sont appréciés par le travail dans l'industrie du tourisme de luxe et leur rôle dans les familles. Ici, donc, le contraste entre tradition et modernité, aussi qu'entre les moralités qui leur sont associées, sont le produit de dynamiques géopolitiques dont l'effet peut varier radicalement au sein du même territoire. Les sujets genrés et sexués dont j'ai parlé sont à l'avant-garde de leur propre société. Ils font à la fois partie intégrante de leur propre société et sont subversifs de l'ordre social. Ils sont intimement mêlés avec ce que beaucoup considèrent comme tradition, mais ils sont aussi les héros de la nouveauté, de l'expérimentation et de l'exogène. Par exemple, dans la mode, suspendu entre la visibilité et l'invisibilité, le local et le global, le passé et l'avenir, et ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ils appellent à repenser la moralité, la signification de l'acceptation ou de la tolérance et la relation entre l'agent et la structure. Ils apportent de nouvelles façons de penser au monde, à la grande joie de certains et à la fureur d'autres. Leur existence même incarne les contradictions de l'ordre social contemporain. Maururu.